BFM Business, Intégral Placement, l'œil du stratège. Notre stratège aujourd'hui, c'est Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour. Patron du cabinet PrimeView. Un petit coup d'œil sur cette tendance. Ça y est, le CAC est en vacances. Il va végéter comme ça pendant longtemps ? Vacances, je ne sais pas, puisque quand même depuis fin juin, le CAC a pas mal rebondi. On doit être autour de 7, depuis 8-10 jours. Effectivement, voilà. Donc les gens avec le soleil ont décidé d'aller à la plage plus que de travailler en fait les marchés sur les marchés financiers. Globalement, le CAC, comme le reste, c'est l'ensemble des marchés qui a rebondi depuis la fin juin. Le marché s'est fait peur au mois de juin avec la crainte de la fin du quantitative easing donc annoncé par Ben Bernanke. Depuis, contre-pied total, il essaye de rassurer, il réussit d'ailleurs à rassurer l'ensemble des marchés. Il a permis à tous les marchés émergents, marché américain, marché européen, de rebondir assez fortement. On tourne autour de 7 à 9% en fonction des zones. C'est beaucoup. Maintenant, je dirais, avec les vacances arrivant, on ne sait jamais, il peut y avoir de l'orage l'été, donc il est sans doute temps de redevenir un peu prudent. Bon, donc un petit peu de prudence. Il y a pas mal de thèmes. Vous avez assez rapidement parcouru les États-Unis. On y reviendra peut-être avec les entreprises américaines. Mais auparavant, deux thèmes qui sont peut-être sur le devant de la scène macroéconomique. D'abord, le Japon et des chiffres politiques qu'on a aperçus dès hier et qui nous disaient c'est bon, Abe à la majorité, le Japon renoue avec une stabilité politique qu'on n'avait plus connue depuis le début des années 2000, c'est toujours valable. Mais il y a un petit mais qui est intéressant qu'on découvre dans certains entrefilets ce matin, c'est le recompte définitif des chiffres, des voix, et qui diminue un tout petit peu le nombre de chiffres. Alors politiquement, c'est moins bon, mais économiquement, certains disent que c'est mieux parce que ça conduirait Abe à s'occuper essentiellement d'économie et non pas de politique. Est-ce que vous analysez d'une façon particulière comme ça ce qui se passe au Japon ? Alors la manière dont j'analyse, c'est plutôt on va faire de la finance comportementale, c'est plutôt la manière dont les investisseurs arrivent à tirer des conclusions assez étonnantes et parfois étranges d'une situation qui est celle des élections japonaises. Ouais. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut lire dans tout ça ? Globalement, l'humeur est bonne. Les investisseurs veulent que les marchés continuent à monter et toute nouvelle, qu'elle soit bonne, moins bonne, économique ou d'ordre politique, est toujours pris dans le bon sens. On voit systématiquement maintenant depuis quelques semaines le verre à moitié plein parce que tout le monde en a besoin, tout le monde en a envie et c'est ma lecture aujourd'hui entre guillemets des conclusions qui sont tirées des résultats au Japon. Attention, d'ordre général, d'un point de vue historique, lorsque les investisseurs ont une tendance à tout prendre du bon côté, à faire preuve d'excès d'optimisme, on peut être surpris et voir les marchés financiers évoluer à contre-pied de ce qu'on a pu voir au cours des dernières semaines. Donc attention, là encore, y compris au Japon, les Japonais, revenons aussi sur la situation au Japon. La réalité de la politique mise en place, il faut le rappeler, c'est que les Japonais n'avaient pas le choix. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait la politique américaine parce qu'ils n'avaient plus d'excédent privé suffisant pour financer leur dette publique. Donc qu'est-ce qui se passe ? J'imprime des billets de banque dans la cave de la Banque centrale pour financer directement la dette publique et les déficits publics de l'État. C'est très bien, c'était nécessaire, donc les marchés l'ont salué. Attention, ça ne sauve pas le système. Ça ne fait que repousser l'échéance. Les Japonais se sont mis à acheter du temps. Maintenant, encore faut-il trouver les moyens dans une population qui vieillit très fortement, avec de l'inflation qui va revenir, mais l'inflation, je dirais, assez négative, puisque c'est via la baisse de la monnaie qu'on régénère de l'inflation en augmentant en fait les prix des biens importés. Donc tout ça, il va falloir, entre guillemets, on verra les résultats en fait l'année prochaine sur l'économie japonaise. Pour l'instant, là encore, les investisseurs ont tout pris du bon côté. Je pense que les choses doivent être plus équilibrées et c'est la raison pour laquelle, y compris sur le Japon, je pense qu'il faut redevenir prudent, à court terme au moins. Toujours dans cette zone asiatique, l'autre événement du jour, entre guillemets, c'est le Premier ministre chinois qui revient sur la cible de croissance, 7,5. En tout cas, il nous dit, en dessous de 7,5, ça nous demandera d'agir. Il est inconcevable qu'on passe sous les 7%, alors même que tout le monde s'accorde à dire que la plupart des indicateurs autres que ce chiffre de croissance nous donnent en fait un chiffre bien en dessous si on regarde la production d'électricité, etc. Alors, comment est-ce qu'on interprète ce volontarisme, entre guillemets, politique sur l'économie chinoise? Alors en termes de communication, déjà, ça fait 15 ans que les Chinois sont remarquables en termes de communication d'ordre politique ou économique, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est clair,
c'est le deal en fait qui existe entre les Chinois, la population chinoise et le gouvernement. C'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de croissance, alors on l'estime entre 7 et 7,5, pour que la population ne remette pas en question la légitimité du pouvoir. Donc là, en l'occurrence, on ne parle plus d'économie, on parle de politique, on parle de grogne sociale. Pour éviter en fait la grogne sociale et le fait qu'on remette en question les fondements même sur lesquels repose le pouvoir politique en Chine, il faut suffisamment de croissance, parce que même si elle est conçue de manière très inégalitaire, à savoir que la répartition de la croissance générée, elle profite à un tout petit nombre, avec 7 ou 7,5%, même le dernier arrive à profiter de quelques miettes et ça permet d'éviter justement la grogne sociale. Donc ils sont dans un corner en réalité, hein, les gouvernants chinois, ils le disent, ce qui est assez nouveau, ils ont la volonté de changer le système parce qu'ils voient bien qu'ils arrivent en gros, au bout de leur modèle de développement, qui est un modèle relativement passéiste, qui repose sur un gros développement des exportations, des investissements et de l'industrie. Il faut trouver les moyens de transférer le moteur de la croissance de l'extérieur vers l'intérieur, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas vraiment. Et effectivement, lorsqu'on va sur place et lorsqu'on regarde des indicateurs qui sont un peu plus fiables que les indicateurs officiels, qui sont systématiquement ce qui a été dit en fait en début d'année, à savoir le 7% ou 7,5%. Ouais, c'est le plan, quoi. Exactement. Sur place, les populations sont relativement inquiètes. Lorsqu'on pose la question à la classe moyenne, à cette fameuse classe moyenne qui aurait émergé au cours des dernières années, lorsqu'on leur pose la question de leur situation actuelle, ils nous disent « nous nous sentons plus pauvres qu'il y a 5 ans ». Donc il y avait des véritables questions à se poser sur l'économie chinoise. D'ailleurs, les marchés nous le disent. Hein, vous savez, même en dépit du rebond depuis le début du mois, l'indice boursier chinois ne fait que se casser la figure en fait depuis le mois d'août à septembre 2009. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le marché financier chinois est traité par des Chinois, c'est-à-dire qu'il est on exclut en fait les investisseurs étrangers. Donc c'est bien quoi? C'est bien la vision qu'ont les investisseurs chinois de la capacité de leur économie à créer plus de richesses demain. Donc il n'y a pas de distorsion liée à un éventuel mirage vu des places françaises, enfin des investisseurs. Bien sûr, si, nous étions frappés de sino-béatitude. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus, on va dire, raisonnables dans notre vision de ce pays, qui est un pays complexe, compliqué, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, de par son gigantisme. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas, ce genre d'échelle-là. Mais concrètement, sur place, en Chine, la situation est compliquée et c'est la raison pour laquelle nous considérons l'environnement de marché pour les pays émergents. Hein, au-delà de la Chine, vous savez que les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, on parle souvent des BRIC. En réalité, lorsqu'on parle des BRIC, on parle d'abord de la locomotive chinoise qui pèse 60 points de PIB de l'ensemble et 65% des exportations de l'ensemble. Donc lorsque la Chine tousse, tout le monde s'enrhume derrière. Et donc les marchés émergents aujourd'hui sont dans une situation plutôt de bear market pour des raisons qui sont intrinsèques à la problématique chinoise. On tourne le globe et on va faire un tour aux États-Unis où la macroéconomie pose peut-être un petit peu moins de questions, quoique on a vu les chiffres de l'immobilier qui n'étaient pas forcément enthousiasmants. Mais l'actualité, elle est surtout dominée par les entreprises qui publient. Quel regard vous portez justement sur ce que nous dit la microéconomie aux États-Unis? Double message. Et je pense qu'en Europe, on devrait suivre. Pour l'instant, un tiers des entreprises du S&P 500 ont publié. On tourne autour de 3% au-dessus de ce qu'on attendait. Donc c'est bon, la microéconomie a soutenu les marchés. Sauf que lorsqu'on regarde dans le détail, en réalité, l'essentiel de ce soutien provient du secteur financier. Donc vous savez, pendant longtemps et pendant des années, on a eu des jeux d'écriture, notamment d'un point de vue bancaire, pour passer des provisions et purger les excès passés. Le secteur financier aux États-Unis est en train de se remettre en ordre de marche et à partir de là, les bons résultats et les bons résultats d'un point de vue microéconomique proviennent du secteur financier. Lorsqu'on regarde tout le reste, et tout le reste, c'est l'économie réelle. C'est le secteur industriel, c'est les secteurs de la santé, etc. etc. Là, on a des résultats qui sont à peine en ligne avec le marché. Ce qui est plus inquiétant, c'est que souvent les revenus, les chiffres d'affaires ont tendance à se tasser. Et c'est la tendance qui devrait se dessiner au cours des prochains trimestres. Vous savez que les coupes budgétaires aux États-Unis automatiques, qui ont été décidées en début d'année, vont prendre leur plein effet à partir du second trimestre, donc, qui vient de se terminer, mais aussi du troisième et quatrième trimestre de l'année. Donc attention sur la microéconomie aux États-Unis. C'est là qu'on aura le vrai impact. Une fois qu'on aura intégré le fait que les secteurs financiers finalement déforment les bonnes surprises, donnent plus de bonnes surprises et donnent une vision un peu déformée de la santé de la microéconomie aux États-Unis, on pourrait avoir quelques inquiétudes qui devraient normalement pousser les marchés actions américains à corriger d'au moins 5% dans un horizon de temps très court, à notre avis. Bon, on a éclusé le temps qui nous était imparti, mais je résiste quand même pas à ma petite question fétiche du moment. La recette de Pierre Sabatier pour rester investi, entre guillemets, en tout cas, pour partir en vacances tranquille. Alors pour partir en vacances, je profiterai, comme je le disais au début de l'interview, depuis le mois de juin, tous les marchés ont fait plus 8 ou plus 9%. Si vous faites le calcul, en un mois, vous avez gagné entre 8 et 10%. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ?
globalement, on revend. Dire qu'on redevient prudent, si on n'est pas parti encore en vacances, on a eu la bonne idée de rester encore travailler jusqu'à la 3e semaine de juillet, on a bien bénéficié de cette période-là pour gagner de l'argent et donc on sort jusqu'à la fin de l'été où là on pourra reprendre éventuellement des positions une fois que les marchés auront consolidé. Parce qu'historiquement, il faut bien voir, des rebonds aussi violents, en général, nécessitent derrière une consolidation, une respiration d'au moins 5%. C'est ce qui devrait nous arriver dans les semaines à venir. Voilà la recette estivale de Pierre Sabatier. Merci beaucoup Pierre, patron du cabinet PrimeView.